Avec Sophie Audugé, nous sommes toujours avec Naïma Mfadel, avec Céline Pina, avec notre journaliste Éric de Ritmaten, Georges Fenech et Nathan Dever. Avant d'évoquer avec vous ce qui semble être une révolution, alors que Donald Trump a rappelé qu'il y avait deux genres, le masculin et le féminin, mais le dire aujourd'hui, eh oui, je l'apprends, c'est une révolution, mais les conséquences venant d'un pays quand même qui a institutionnalisé parfois les dérives woke à l'université, dans les entreprises et dans les foyers. Une phrase qui évoque deux genres, masculin et féminin, une phrase qui vient annoncer la couleur face aux théories du genre dans un pays, les États-Unis, rappelons-le, où le wokisme a pris des proportions incroyables. Oserais-je dire qu'il est né aux États-Unis et peut-être, comme nous avons toujours un train de retard, que nous aurons cette contre-révolution, je ne sais pas. Regardez le sujet préparé par nos équipes et votre analyse juste après. La politique du gouvernement des États-Unis sera la suivante. Il n'y a que deux genres, hommes, femmes. C'est par ces mots que le 47e président des États-Unis a confirmé, comme évoqué tout au long de sa campagne, sa volonté de lutter contre les minorités sexuelles. En 2019, l'administration de Donald Trump avait déjà proposé de définir le sexe comme étant immuable et déterminé à la naissance. Le nouveau président américain compte bien mettre à exécution un certain nombre de mesures. Parmi elles, la suppression du genre X pour les personnes se reconnaissant comme non-binaires sur les documents officiels du gouvernement, y compris les passeports et les visas. Les athlètes transgenres seront également interdits de compétitions sportives féminines. Enfin, ce même décret prévoit l'élimination de toute initiative visant à promouvoir l'inclusion des personnes transgenres, notamment au sein des écoles et programmes financés par le gouvernement. Aux États-Unis, environ 1,6 million de personnes s'identifiant comme transgenres devraient être concernées par ces mesures. Donald Trump a donc constaté qu'il y a deux genres, masculin et féminin. Sophie Audugé, vous êtes homme ou femme. Alors quand vous le dites, vous êtes accusé souvent de transphobie. Ce qui est incroyable, c'est que dire une telle évidence relève aujourd'hui d'une révolution. Expliquez-nous. Ce qui est surtout incroyable, qui aurait pu penser, il y a ne serait-ce que 10 ans, que le président des États-Unis, au moment de son investiture, dans les premières minutes de son discours officiel, rappellerait une telle réalité scientifique aussi élémentaire qu'il y a deux sexes biologiques pour le mammifère. Je veux dire, ça, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Et c'est vrai qu'au-delà de la guerre qu'il déclare contre le wokisme, il me semble qu'il déclare une guerre beaucoup plus frontale, qui est une guerre des milliardaires aux États-Unis. Parce qu'en réalité, à la fois, Trump a rassemblé des milliardaires, ceux des GAFAM, ceux qui veulent conquérir l'espace, ceux qui sont sur le développement de l'intelligence artificielle. Et ils sont en guerre officielle, idéologique, anthropologique, avec les milliardaires qui ont construit toute l'idéologie transactiviste et qui, eux, développent avec des liens très importants avec le milieu biomédical et technomédical des États-Unis, qui ont complètement créé de toutes pièces l'idéologie transhumaniste, transactiviste, la transaffirmation du genre, notamment en ciblant les enfants. Il faut bien avoir en tête que Joe Biden, notamment, est financé par des fondations qui sont portées par ces très puissants milliardaires américains qui ont commencé il y a plus de 40 ans. Lui-même est financé, il reçoit des dons. Les fondations, voilà. La fondation Biden reçoit des dons par l'ensemble des fondations, des ONG, des organisations qui ont été développées par tout un réseau de milliardaires. Au départ, des milliardaires des hommes trans-identifiés femmes, qui sont notamment Martine Rosblatt, qu'on connaisse, qui est née Martin, et Jennifer Pritzker, qui est née James Pritzker, qui est l'héritier des hôtels Hyatt, avec son cousin gouverneur, qui ont infiltré des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, dans les universités américaines pour créer, il y a plus de 20-30 ans, des chaires de recherche sur le genre, pour s'opposer à la binarité du sexe, etc. Et ça a infiltré le monde entier. Ça a infiltré le monde entier avec des sommes qui sont pharaoniques, qui ont été rejoints ensuite par d'autres milliardaires associés, qui étaient plutôt des milliardaires du réseau gay de la période SIDA, qui avaient créé une structure pour lutter et accompagner les homosexuels victimes du SIDA, du virus, mais qui, au bout d'un moment,
n'avaient plus autant de missions, mais ils avaient l'infrastructure. Et donc, là a été diffusé vraiment des millions, voire des milliards de dollars qui ont infiltré toutes les organisations, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas du tout anecdotique. Si Donald Trump a dit qu'il allait sortir de l'OMS et qu'il a dit qu'il allait réintégrer les personnes de l'armée, etc., qui avaient refusé de se vacciner. Il y a un combat idéologique profond, anthropologique, de milliardaires contre les milliardaires, dont idéologie et business aussi, alors absolument. Les deux ensemble. Oui. Absolument. C'est un cocktail explosif. Mais sur le transactivisme et le transhumanisme, le business va avec ces milliardaires, parce qu'ils sont tous soit héritiers, soit créateurs de l'industrie biomédicale du transhumanisme. Il est vrai que, on le pressentait, mais là, véritablement, vous nous présentez une architecture, une véritable guerre. Hein, ça va être une bataille à coups de milliards. Mais le concept, par exemple, si vous voulez, de droit sexuel qui a été porté par l'OMS est né de toutes pièces. Des droits sexuels appliqués aux enfants, ça n'a aucun sens. Le concept même d'enfant trans, c'est un concept qui n'existait pas il y a 20 ans. C'est important ce que vous dites. Vous parlez des enfants et vous faites toujours la différence, et on le fait avec les souffrances de certains adultes. Ce n'est pas notre sujet ici. Non, bien sûr. La question porte sur la manipulation idéologique qui a dépathologisé ce qui était une souffrance profonde d'un très faible nombre d'enfants qu'on a caractérisé comme des dysphoriques, avec une conception idéologique qui est passée par tout un réseau universitaire de pseudo-études sociales qui ont infiltré et quand même convaincu l'opinion publique. Et c'est de cela dont Donald Trump c'est à cela qu'il vient de déclarer la guerre, en rappelant ce qui, quand vous êtes un observateur lambda, vous dites, oui, d'accord, oui, bien sûr qu'il n'y a que deux sexes. On peut changer son apparence, on n'en reste pas moins un homme ou une femme. D'ailleurs, ceux qui changent de sexe affirment, moi je suis né homme ou femme et je ne me sens plus. Donc c'est bien la preuve qu'au départ, il y a quand même... S'ils ont un accident, s'ils sont hospitalisés, on va faire un prélèvement, leur cellule va dire s'ils sont hommes ou femmes, et en fonction de ça, on va savoir qu'ils peuvent être sujets à des pathologies plus que d'autres. Parce Tout à fait. J'ai écouté Charlotte Dornelas ce matin chez Pascal Praud qui avait dit, mais... malheureusement, quand vous rentrez dans un hôpital et que vous avez un cancer de la prostate, on sait dans quel... Oui, mais sur plein d'autres... Il y a des études maintenant qui sont beaucoup plus scientifiques et qui démontrent ça. Et ce qui est important aussi, je pense qu'il faut ajouter, c'est que quand Donald Trump, hier, prononce cette guerre, il le fait avec quelque chose qui est très différent des autres, c'est qu'il le fait avec la puissance du suffrage universel. C'est-à-dire qu'il était élu. Les autres n'ont jamais été élus, ont avancé masqués. Mais il faut savoir qu'ils ont investi des sommes, donc je le disais, absolument gigantesques, dans l'éducation, dans les médias, dans la politique. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait tout le petit peuple médiatique français qui panique, parce que derrière toutes ces organisations, même en France, ce sont ces milliardaires-là qui injectent de l'argent pour porter ces idées-là en Europe, en France, que ce soit à l'ONU ou à l'OMS. Tout ça, c'est complètement identifié. Il y a d'ailleurs un documentaire qui va bientôt sortir de Sophie Robert qui présentera justement... Mais quand on touche à ça, qui est quand même l'essence de l'humain, et puis il y a eu quand même l'éloge de l'auto-engendrement, c'est vraiment, parce que parfois le mot civilisation est utilisé à tort ou à travers, c'est une guerre civilisationnelle quand même, qui est en cours là. Bon. La question aussi, ça peut paraître un petit sujet, mais des femmes et des filles transgenres dans les compétitions sportives se posera. Compétition où elles gagnent, je ne dis pas toujours, je ne sais pas, mais souvent, et certaines estiment, alors certaines femmes, certaines vraiment femmes sportives estiment qu'il y a une distorsion. Il y a une vraie distorsion parce que ce qu'explique la science, c'est que la différence en termes de musculation, donc d'acquisition de poids, de masse, etc., elle se fait quand vous êtes très jeune. Et donc ces différenciations qui sont liées au sexe, même quand vous prenez des hormones une fois devenu adulte, il n'empêche que vous avez à la base une morphologie qui est différente. Et donc il y a une vraie, une vraie injustice à faire concourir ces gens-là dans les catégories femmes. Et ça dit bien la réalité, c'est-à-dire vous pouvez changer votre apparence, vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes. Donc ce qui est vraiment très violent dans cette idéologie-là, c'est qu'on fait croire aux gens qu'ils vont se réinventer et en fait on ne les met qu'en situation d'échec plus, puisqu'on leur a donné tous les moyens de se réinventer et qu'à la fin ils échoueront quand même.
Ça, c'est la première chose. Et que la deuxième chose, c'est que depuis que c'est devenu une mode, là, on commence à avoir les premiers détransitionneurs. Et on se rend compte de deux choses. Détransitionneurs. Ça fonctionne comme une secte. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dans la secte, si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et vous voulez arrêter, on vous dit « mais tu es en train de tuer l'avenir des autres personnes qui ont envie de faire... » Qui dit cela? Les organisations trans, en fait, sont très... s'emparent de ces gens en souffrance et en général les mettent dans des situations d'échec extrêmement forts. Donc toutes ces réalités-là sont liées au nom du militantisme. C'est plutôt bien que ces folies s'arrêtent. La question qu'il peut y avoir derrière, c'est le retour quand même d'une forme d'intolérance, c'est-à-dire que c'est très bien de dire il n'y a que deux sexes. Vous craignez que le mouvement du balancier aille trop loin? Ce que je crains, c'est que quelque part, on s'est aussi rendu compte que derrière les gens qui avancent là-dessus de façon très idéologique, il peut y avoir aussi des remises en cause de la liberté sexuelle, des remises en cause d'un certain nombre de choses. Je ne parle pas des gens raisonnables. Je parle des fous furieux derrière qui utilisent ce retour de balancier pour eux aller vers une direction. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, le balancier c'est tellement... Moi, j'ai vu quelques reportages aux États-Unis, justement, quand il y a eu la préparation de la campagne, de familles. Là, on parle des enfants, vraiment. Mais une souffrance, c'est pas possible. Et justement, qu'ils veulent détransitionner. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez jamais faire... Où est le repère? La marche arrière, c'est trop tard. C'est trop tard quand vous avez été mutilé. En appelait, alors Trump n'était pas élu, mais un retour du bon sens. Je ne sais pas si le mot est adapté, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que rappeler simplement ces deux genres, c'est le retour à la base, au commun, je ne sais pas. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans cette évolution transhumaniste, qui a plus de 20 ans aux États-Unis, notamment avec des programmes télévisuels où on suivait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jazz Jennings, qui va transitionner toute petite. Le chirurgien transgenre, qui était la personne la plus compétente en la matière aux États-Unis, a déclaré il y a quelques années qu'elle regrettait, qu'elle considérait qu'il ne fallait rien faire sur les enfants. C'est-à-dire qu'on est aussi face à des gens qui ont considéré s'être trompés, qui étaient les premiers concernés et qui, à un moment, ont pris des positions justement pour dire qu'il faut qu'on arrête le massacre parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on est un adulte, c'est autre chose. C'est autre chose. Et la plupart des adultes sur lesquels se sont basés tous ces systèmes-là, en fait, sont des hommes qui ont eu une vie d'homme, qui souvent étaient socialement très intégrés, plutôt fortunés, et qui ont transitionné après avoir eux-mêmes fondé un foyer et eu des enfants. C'est-à-dire que la transition qu'ils ont faite, ils l'ont faite en parfaite conscience des conséquences pour leur vie à la fois intime et sans remettre en question quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne pouvaient pas connaître parce qu'ils n'avaient pas expérimenté. Par ailleurs, d'un point de vue développemental, c'est des choses qu'on a beaucoup étudiées maintenant, on sait très bien que la capacité de prendre une décision éclairée sur son avenir, ce qu'on appelle le discernement, ne s'acquiert qu'entre 20 et 25 ans pour des questions développementales. D'où les effets destructeurs sur les enfants. Je rappelle quand même que ce n'est pas notre cas en France. C'est-à-dire il y a eu un avis. Il y a un avis. Non. Il y a des enfants qui ont transitionné en France. Pardon. Attendez. On a administré des bloqueurs de puberté à des enfants de moins de 14 ans. Et on a fait des premières mastectomies en France à des jeunes filles qui n'avaient pas 14 ans. Pardon. Donc la haute autorité, ce qu'elle voulait, c'est un service public. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il y a des institutions en France qui poussent à ça pour les enfants? Il y a des institutions qui poussent. Attention, c'est différent. Ma question, c'est un enfant. Un des coprésidents qui a donné l'avis de la HAS positive pour le transitionnement. C'est un avis. Oui, non, mais un des coprésidents est un chirurgien lyonnais qui est très connu, qu'on appelle le pape de la transition. Non, mais si vous voulez, quand vous avez des listes d'attente pour des mastectomies pour des mineurs, c'est qu'à un moment, si vous voulez, on en fait. Des listes d'attente? Bien sûr, mais bien sûr, c'est entre 1 an et 2 ans actuellement dans des hôpitaux publics. Il faut quand même être clair, on parle de mineurs. Donc, si vous voulez, non, c'est pas interdit en France. Moi, j'ai entendu effectivement Pascal Praud le dire ça hier soir, c'est pas vrai. Alors, ce qui est interdit en France... Je me permets d'insister parce que vous connaissez le sujet. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité puisque vous avez une loi qui doit dater, tu me diras, Céline, le 31 janvier 2021 peut-être. Dans Transmania, Marguerite Serle et Dora Mouton en parlent d'ailleurs. La loi qui a mis au même niveau les thérapies de conversion
et l'identité de genre, ce qui est une aberration. Ça, par exemple, c'est le mouvement idéologique venu des États-Unis qui a mis en place un processus de lobbying qui est formellement écrit dans un document qui s'appelle le rapport Dunton-Iglio, qui dit exactement comment il faut infiltrer les politiciens jeunes pour qu'ils fassent des lois qui sont favorables à la transition de genre chez les mineurs. Le titre du rapport, c'est « Et les mineurs ?» point d'interrogation. Et donc, dans ce rapport, il est clairement dit qu'il faut associer une loi qui a le soutien de l'opinion publique, c'est-à-dire les thérapies de conversion, à l'idéologie du genre. Ce qui fait que depuis 2021, si vous êtes psychologue, d'accord, ou psychanalyste, ou pédopsychiatre, que vous recevez une jeune fille qui vous dit « je me sens pas bien », vous êtes autorisé et je pense que je suis un garçon. Vous êtes autorisé? Vous ne pouvez pas lui dire, Sonia, écoute, est-ce que tu veux pas qu'on discute un petit peu? Parce que peut-être tu es pas bien, peut-être tu as une dysmorphophobie, peut-être que tu as une souffrance de sexuation pubertaire, peut-être que l'entrée dans la sexualité te fait peur, peut-être que tu as un problème avec ton corps, etc. Vous n'avez pas le droit de lui dire, vous n'avez pas le droit de mettre en question son autodétermination qu'elle a elle-même. Fait énormément réagir. Je vous propose, parce que Nathan Dever, on a envie de vous écouter tous sur ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? On marque une pause et on revient. On va évoquer ce dont on a parlé tout à l'heure, le CNRS, en tout cas des chercheurs du CNRS, et qui veulent faire quitter en masse le réseau social X. Je précise sur le sujet dont on vient de parler et qui fait beaucoup réagir. Effectivement, il n'y a en fait pas d'encadrement en France. C'est que quand un enfant... en souffrance, en transition. Est-ce que déjà dire en transition, c'est tomber dans l'idéologie? Je ne sais pas. Mais vient se plaindre et finalement dire que c'est ça ou le pire pour lui, eh bien, le praticien peut opérer. Pratiquer. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. On délivre en France des hormones, des bloqueurs de puberté. En France, donc les bloqueurs de puberté, c'est avant la puberté. Donc, si vous voulez, on est dans des enfants petits. Et puis, on distribue aussi des hormones... contraire pour changer le physique d'une jeune fille en garçon, pour avoir des cariotypes garçons physiques. Voilà. Mais si vous voulez, on n'a pas l'antériorité en France des États-Unis, donc on n'a pas les chiffres aujourd'hui qui vont nous dire il faut arrêter le massacre. Mais les autres pays les ont. Mais on va quand même... Mais je vais vous dire, en tant que maman, en tant que psychologue, en tant que médecin, vous qui nous regardez, moi je me pose une question. Dans le secret d'un cabinet, un mineur arrive en souffrance forcément, parce que... ressenti, réel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ce qui mais qu'est-ce que vous faites? On ne peut plus rien faire, puisque ce qui a été construit, et c'est là où c'est intéressant, c'est que comme vous avez dépathologisé l'envie de changer de sexe, alors quand même quelqu'un qui arrive en disant, qui est homme, femme, et qui arrive en disant « je me sens mal dans mon corps, je veux être quelqu'un d'autre », normalement c'est la base pour une prise en charge psychologique. Ça veut dire que la personne est en grande souffrance, ne va pas bien. Or, on vous interdit cette prise en charge psychologique puisque c'est assimilé à une thérapie de conversion, à un essai d'empêcher l'enfant de donner son désir et d'aller jusqu'au bout de son désir. Donc, la seule issue, c'est l'opération. C'est ça qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'on construit un système pervers qui, au lieu de prendre en charge la souffrance, la nie et dit « mais non, il y a une solution miracle », le changement de sexe. Or, ça ne peut pas fonctionner parce qu'en fait, la problématique de l'enfant n'est pas de changer de sexe. Nathan Dever et Sophie Audier. Il y a plusieurs choses. Je crois déjà que quand vous disiez tout à l'heure que Donald Trump, son sujet, c'était les enfants et pas les adultes, etc., je ne crois pas qu'on puisse faire cette distinction, puisque lui-même, quand il dit, par exemple, qu'il veut exclure les personnes trans de l'armée, je ne crois pas qu'on parle d'enfants de 10 ans. On parle de gens qui sont adultes et qui sont stigmatisés comme tels par Donald Trump. Je crois que derrière l'obsession qu'il y a sur la question en fait trans, ça cache une sorte d'affrontement, même pas idéologique, philosophique, sur deux représentations complètement différentes de la vie. L'une qui est le réductionnisme biologique, estimant qu'un individu, si vous voulez, est mu par des racines biologiques qu'il ne peut pas dépasser, ce qui d'ailleurs, je pose entre parenthèses, ce serait un peu long à expliquer, mais d'un point de vue biologique est tout à fait contestable, parce que le principe même de la biologie, c'est que la vie elle-même est mue par un concept qui s'appelle l'émergence, et que donc elle passe son temps à se dépasser toute seule, mais peu importe. Et une autre conception, qui est la conception, on pourrait dire, existentialiste, humaniste, où un individu est précisément celui qui va... être l'auteur, oui. L'inventeur, le fondement de sa propre existence. Ah, d'accord, il va s'auto-engendrer, quoi.
pas forcément ce retour engendré, mais en tout cas, pouvoir, à partir de ce qu'il est, personne n'a choisi sa naissance, pouvoir la dépasser. Et je crois que c'est ça, fondamentalement, qui suscite une telle haine et une telle colère et une telle contre l'identité trans. Mais pourquoi par-delà la question des gens. Vous voyez de la colère, il y a quand même de la haine. Par exemple, pourquoi on vire les personnes trans de l'armée? Non, là-dessus, il ne faut pas non plus trop instrumentaliser le débat. Ce que vous dites est scientifiquement vrai. D'ailleurs, biologiquement, on constate des taux d'hormones variants entre des femmes et des hommes, ce qu'on a traduit par une plus forte masculinité ou féminité. Ce n'est pas le sujet. Personne ne renie ça. Personne ne dit le contraire de ça. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que des milliardaires qui avaient des intérêts personnels à créer un système idéologique qui fasse penser que le transhumanisme devait être banalisé, qui ont construit des empires pharmaceutiques et de chirurgie de transition pour faire de l'argent et infiltrer l'ensemble des organisations mondiales de manière à ce qu'on fasse passer l'idée de deux choses. C'est que l'enfant serait un adulte en miniature capable de décider pour lui-même, ce qui n'est pas le cas. C'est un être en développement, affectivement, psychiquement, cognitivement. Et donc cet enfant auquel on attribuerait une capacité à avoir une sexualité fonctionnelle dès le départ, ce qui est vraiment très intéressant pour des pédophiles, il faut le dire, et pour des pédocriminels, aurait également dans le même registre la capacité de s'auto-définir, c'est-à-dire de s'auto-déterminer de son genre. Ce qui est une aberration développementale. Donc, la question qui doit être posée aujourd'hui, c'est est-ce que, oui ou non, on s'est fait manipuler il y a 30 ans par un réseau de milliardaires qui ont infiltré toutes les structures d'État, qui ont infiltré les médias, qui ont infiltré toutes les industries pharmaceutiques et les partis politiques pour faire passer une idéologie qui masquait en réalité ce qui relève d'une décision d'adulte, puisque aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, Nathan, quand vous avez un enfant, dès la maternelle, on lui fait lire des livres qui lui font croire que s'il veut être une fille ou un garçon avec des ailes de papillon, ça sera possible. Sauf que quand vous connaissez le sujet, aussi bien que moi et d'autres, nous le connaissons, que nous sommes en contact avec des personnes transsexuelles qui ont fait les opérations, qui connaissent les risques des opérations, qui connaissent la vie post-opératoire, qui peuvent vous dire aussi qu'après, le sentiment d'incapacité à vivre dans le monde, d'aujourd'hui, même dans votre genre, c'est-à-dire ce sentiment suicidaire revient, si vous voulez, parce qu'après l'euphorie, le sentiment de mal-être, il persiste souvent, si vous voulez. Vous prenez ça très au sérieux et vous dites attention aux enfants. Et ce qu'il faut dire, et ce qui me semble très important par rapport à ce que tu disais, Céline, c'est que l'issue n'est pas l'opération. Quand vous posez la question si vous avez un enfant. Alors, moi, ce que je dirais aux parents, et j'ai accompagné plusieurs parents qui ont été concernés par cela, la première chose, c'est que souvent, si c'est un ado, il est très peu probable qu'il soit convaincu de cette formule nette d'être né dans le mauvais corps s'il n'a pas consommé énormément de réseaux sociaux, les TikTok, Instagram, etc., avec des comptes qui sont exclusivement des comptes pro-affirmatifs d'associations et d'ONG qui vont le mettre dans un état d'esprit qui vont faire qu'il n'y a pas d'espoir ni d'issue. Ensuite, mais attendez, il faut sortir... Là, vous parlez d'un conditionnement. C'est un conditionnement. C'est grave. Et donc, moi, les parents que j'ai pu accompagner, qui ont réussi à sortir leur enfant, c'est possible, il faut 18 à 24 mois. La première chose à faire, c'est de couper les réseaux sociaux, d'accord ? Et de parler à l'enfant et de lui dire qu'il n'y a pas de problème. Et Sonia, souvent, on est sur une homophobie intériorisée. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, et là où Céline a raison... Ça devient extrêmement compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'assume pas son désir. J'ai compris, mais pardonnez-moi, je ne suis pas dans le bon... Moi, je trouve que c'est abyssal, quoi. C'est abyssal, oui, mais si vous voulez, ce qu'on essaye de dire, et je pense que c'était l'idée de Céline aussi, c'est-à-dire que ce système-là, aujourd'hui, produit exactement l'inverse de ce qu'il devait produire, c'est-à-dire l'acceptation de la différence et notamment l'acceptation de l'orientation sexuelle. Alors, écoutez, s'il y a eu une infiltration, s'il y a eu un conditionnement, c'est ce que vous dites et beaucoup vous rejoignent. Laissez les gens... Voilà, maintenant, il y a une contre-révolution, un contre-conditionnement. En quoi ce serait une obsession ? C'est le mot que vous avez utilisé qui m'a un peu interpellé, Nathan. Pourquoi ? C'est une obsession, à mon avis, pour plusieurs raisons.
D'abord, j'entends ce que vous dites sur les enfants et évidemment que toute question de ce genre, elle doit avoir un encadrement éthique, bioéthique, et que la question sur la responsabilité des enfants, leur lucidité, leur discernement, évidemment que toutes ces questions se posent, et qui dit encadrement dit aussi limitation sur tous les sujets bioéthiques. Mais je crois que c'est pas le sujet de Donald Trump et qu'il instrumentalise la question. D'accord, vous pensez qu'il est dans la haine? Non, mais c'est pas ça. Quand il dit il y a deux genres, il parle pas d'enfants ou d'adultes. Là, il livre une vision du monde qui s'applique indistinctement aux enfants et aux adultes. Je crois que derrière cela... Reconnaissons que jusqu'alors, il y a quand même... c'est un peu une évidence, non? Oui, non, mais non, mais attendez, c'est pas la même chose de dire, par exemple, s'il avait dit, moi, mon sujet, vous voulez dire qu'il exclut il rejette toute transidentité, c'est ça? Exactement, et que fondamentalement, il le dira jamais explicitement comme ça, mais quand vous prenez ces discours, le champ lexical employé ne trompe pas. Homophobe, il s'agit de dire, les personnes trans, fondamentalement, en fait, il y a une maladie derrière. Quand il parle du délire, de choses comme ça, ce sont des pathologies psychiatriques. Et c'est ça l'idée fondamentale. Vous pouvez peut-être lire dans le Non, mais je ne lis pas dans la tête. Évidemment, Sophie Audugé dans un... Ces discours sur le délire transgenre, vous lisez les discours, vous les écoutez, vous voyez tout le champ lexical, c'est évidemment ce qu'il est en train de dire. D'un point de vue philosophique, vous ne pouvez pas confondre nature et biologie. Biologiquement... je veux dire, la cellule, elle se sépare et vous êtes... mais vous vous rendez compte des débats... Mâle ou femelle, enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas remettre ça en question. Après, que vous vouliez nier les intentions de manipulation et d'endoctrinement des enfants aujourd'hui qui sont en œuvre dans l'école me paraît extrêmement dangereux. Si vous voulez, c'est grave. Ce que vous dites. Moi, je parle pas des enfants, c'est pas mon parce sujet. que de dire Donald Trump, il est transphobe, c'est pas le sujet. Ah mais moi mon sujet c'est pas les enfants. Bah oui, mais aujourd'hui c'est les enfants qui sont endoctrinés à l'école, dans l'école publique, en France. Non, attendez, s'il vous plaît, en France, c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, tu peux dès la maternelle, dès le primaire, c'est dans des livres, dans des manuels scolaires. Sophie, je ne pense pas que Nathan Dever soit un promoteur ici du changement de genre des enfants. Mais moi, c'est pas du tout mon sujet, et je pense que ça doit être encadré. En revanche, ce que je dis, et je reviens là-dessus, c'est évident. Donald Trump, il ne parle pas, il ne fait aucune distinction entre les enfants et les adultes. C'est-à-dire que demain, il va faire une loi contre la transidentité? Quand il vire les personnes trans de l'armée, par exemple, il vire des adultes parce qu'il estime que ce sont des mauvais soldats. Les Trumpistes, qu'est-ce qu'ils ont fait quand il y a eu l'incendie de Los Angeles? Vous avez vu comme moi ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire qu'il y avait, je crois, quelques personnes trans parmi les pompiers, que ça expliquait... Vous êtes au courant qu'on a sorti aussi les hommes? On voulait sortir... Bon, écoutez, on va pas rentrer... mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, Nathan, parce que qu'est-ce qui a été reproché? C'est qu'il y a eu une politique d'inclusion au niveau des sapeurs-pompiers à Los Angeles, et normalement, sapeur-pompier, ça dépend aussi du physique. Physiquement, en France, tout le monde ne peut pas être sapeur-pompier. Il faut avoir des conditions physiques, etc. Je confirme, oui. Non, mais alors que là, dans cette politique qui a été mise en place, ça a été complètement écarté. Et notamment, on a vu aussi qu'ils ont, dans l'inclusion, il y a eu des personnes naines. Donc, c'est juste ça. C'est qu'à un moment, on est quand même dans une espèce de délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur des métiers où il faut avoir des conditions physiques, etc. À un moment, sous prétexte de cette inclusion, on fait du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est les limites d'un paradis, en fait, ou diversitaire ou inclusif. Mais ce n'est pas un rejet de l'autre dans ce cas-là. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je ne pourrais pas être sapeur-pompier. Ce que vous dites adviendra, et dans ce cas-là, il faudra le dénoncer. À mon avis, la vraie question, c'est la question de la dépathologisation. C'est-à-dire qu'on peut très bien estimer que la dysphorie de genre mérite d'être une pathologie. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'on doit rejeter quelqu'un porteur d'une pathologie? Et c'est là où, à mon avis, la réponse ne peut pas être profond. C'est un sujet pas évident. Merci en tous les cas, malgré vos oppositions. C'est pas évident. Je vois que les réactions sont enflammées.